Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Téléchat si vous venez de nous joindre. Les belles lettres, encore une fois de plus, reçoivent aujourd'hui comme invité Monsieur Roger Coudé. Avec lui, nous allons parler cette fois-ci d'un autre ouvrage intitulé « Discours sur la paix, la justice et les institutions efficaces » paru aux éditions des Archives contemporaines. Monsieur Roger Coudé est professeur HDR de droit international. Il est titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité et professeur à l'Institut des droits de l'homme de Lyon à l'Université catholique de Lyon en France. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont Les droits de l'homme, défis et mutations, paru chez l'Harmattan, Rwanda 20 ans après le génocide des Tutsis et la situation des survivants, paru en 2018, Les droits de l'homme, un défi permanent, paru en 2019, et Discours sur la paix, la justice et les institutions efficaces, paru en 2021. Bonjour Monsieur Roger. Bonjour. Bienvenue une fois de plus. Merci infiniment. L'ouvrage que voici donc a été préfacé par le prix Nobel de la paix 2018, le professeur Denis Mukwege. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Qu'est-ce que cela fait d'être préfacé par un homme de cette carrure? Quelle valeur ajoutée cela donne-t-il à votre ouvrage? Alors, bien évidemment, c'est un immense honneur d'être préfacé par un prix Nobel de la paix. Les prix Nobel de la paix, il y en a eu, il y en a. Mais d'être préfacé par le professeur Denis Mukwege, c'est encore un immense honneur. Et non seulement que le professeur Denis Mukwege a accepté de préfacer cet ouvrage, cette modeste réflexion, contribution au débat sur la paix, la justice et les institutions efficaces, mais il nous a fait encore un immense honneur en acceptant de venir appuyer nos efforts sur place à Lyon dans le cadre de nos manifestations scientifiques. Nous avons organisé un grand événement scientifique, une conférence internationale où il était le principal intervenant. C'était un immense soutien à notre action au service de l'UNESCO, au service du mandat qui est le nôtre, que nous a conféré l'UNESCO, mais aussi c'est un immense honneur, non seulement pour notre personne, mais pour notre université et pour le monde universitaire en général. Alors, le présent ouvrage est comme une compilation de vos interventions à l'UNESCO. Oui. C'est votre désir ou bien c'est le désir de l'institution de publier cela? Alors, d'abord, c'était un engagement. Au moment de notre prise de fonction en tant que titulaire de la chaire, nous avons axé notre mandat sur la problématique de la paix, de la justice et des institutions efficaces, qui sont un secteur, l'un des secteurs prioritaires des objectifs du développement durable et l'un des secteurs où l'UNESCO intervient de façon importante, de façon prioritaire. Et donc nous avons pris l'engagement au moment de notre prise de fonction, dans notre vision de la chaire et dans notre engagement pour cette chaire UNESCO, nous nous sommes engagés à travailler en profondeur et en détail sur les problématiques ayant trait à la paix, à la justice et aux institutions efficaces. Et donc, les différentes manifestations scientifiques que nous avons organisées, les différentes interventions, déclarations, productions que nous avons faites, renvoyaient de façon récurrente à cette problématique. Et à un moment donné, il nous a paru nécessaire de rassembler ces réflexions dans le cadre d'un ouvrage pour une plus grande diffusion, pour permettre à notre public d'accéder à ces productions, à ces réflexions. Okay. Le premier plan de l'ouvrage est intitulé « La paix ». Oui. La paix, ça commence par la beauté sauvera-t-elle le monde? Oui. Quelquefois, si nous revenons par exemple dans la tradition, dans ma tradition, on dit que la beauté cache beaucoup de choses. Mais ici, est-ce que la beauté, selon vous, elle est négative ou est-ce qu'elle est positive? Alors, la beauté sauvera-t-elle le monde? Au fait, ici, il faut entendre tout ce qui renvoie à l'art, à la culture, aux productions artistiques, etc. C'est-à-dire la beauté au sens, on va dire, poétique, au sens artistique du terme. Ou au sens de la science même. C'est-à-dire, pendant longtemps, on a cru que si le monde
les hommes accédaient davantage au savoir, à la science, à la culture, à l'art, qui sont une sorte d'élévation de l'esprit, que cela permettrait de sauver le monde des guerres, des conflits, des régressions, des violences, etc., etc. Et alors, l'idée n'est pas fausse, puisque plus nous nous élevons dans notre esprit, intellectuellement, spirituellement et autres, nous dépassons certaines tendances qui nous font tomber dans la régression, dans la violence, etc. Mais dans cette réflexion, notre démarche a consisté à la fois à développer les idées ayant trait à l'idée, disons, à cette vision des choses selon laquelle la beauté pourrait sauver le monde. Mais en même temps, notre démonstration a consisté à dire, attention, il peut arriver que même un niveau très élevé, en fait, même un esprit très élevé peut paradoxalement tomber dans la régression. Pas seulement sur le plan individuel, mais parfois sur le plan collectif. Et l'un des exemples que nous donnons dans l'illustration que nous faisons, c'est par exemple l'Allemagne hitlérienne. Vous savez, on était dans l'un des pays les plus développés intellectuellement, artistiquement, culturellement. Et c'est ce pays qui va être à l'origine de l'un des plus grands drames que l'humanité va connaître au XXe siècle. Et donc, vous voyez le paradoxe. Comment comprendre qu'une nation aussi élevée intellectuellement, culturellement, artistiquement, et surtout que Hitler lui-même était un passionné de l'art, de la culture. Il était même candidat à l'école des beaux-arts de Vienne, où il a échoué, malheureusement pour lui. Mais alors, vous voyez le paradoxe. Donc, comment comprendre qu'une Allemagne qui était au niveau le plus élevé, par rapport à son époque déjà, et puisse tomber aussi bas au travers du nazisme. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, pour illustrer qu'il est vrai que la beauté peut sauver le monde, mais que la beauté, en fait, cette élévation de la science, de l'art, de la culture, parfois ne suffit pas pour garantir une paix qui soit plus juste, plus durable et plus longue. Voilà. Et dans le même cadre, toujours parlant de la paix, le deuxième chapitre parle de la gestion des crises dans l'espace francophone africain. Oui. On se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans les pays francophones africains. Oui. Alors, comment l'expliquer? Je ne saisis pas exactement, mais il n'en demeure pas moins que il y a un certain nombre de crises dans l'espace francophone africain. Cela est constaté de façon récurrente. Mais notre objectif dans ce chapitre, c'était de mettre en exergue le rôle joué par l'Organisation internationale de la francophonie dans la gestion de ces crises. L'Organisation internationale de la francophonie, qui était au départ un cadre de solidarité pour la promotion de la langue française, pour la promotion de la culture, de l'art dans l'espace francophone, va progressivement se doter des moyens qui lui ont permis d'être aujourd'hui une véritable organisation internationale avec un rôle extrêmement important dans tous les domaines relevant de la compétence des Nations Unies, c'est-à-dire la paix, la sécurité internationale, la gestion des crises, les droits de l'homme, et cela se vérifie au travers des différents instruments que la francophonie a adoptés, notamment la déclaration de Bamako pour les droits de l'homme, la déclaration de Saint-Boniface, etc. Donc, c'était pour nous l'occasion de mettre en exergue le rôle que la famille francophone joue dans la gestion des crises, dans cet espace qui est malheureusement affecté par de nombreuses crises depuis un certain temps déjà. Okay. L'éducation et la formation aux droits de l'homme, un enjeu majeur pour une paix juste et durable dans le monde. Oui. Bon, de façon générale, les droits de l'homme sont enseignés à l'école et partout. Oui. Et si vous revenez encore là-dessus, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à améliorer? Oui, alors, il ne suffit pas d'enseigner les droits de l'homme dans les universités, dans les écoles, etc. Il faut faire des droits de l'homme une composante culturelle, on va dire, une composante, une partie intégrante de la culture politique des sociétés. Faire des droits de l'homme, non pas l'affaire des spécialistes que sont les juristes, non pas l'affaire des spécialistes que sont les militants, mais faire des droits de l'homme l'affaire de tous. Et ça passe bien évidemment
par l'éducation, c'est pourquoi j'ai mis l'accent sur l'éducation, c'est-à-dire l'accès au droit, à la connaissance des droits de l'homme et des droits tout simplement en tant que citoyen. C'est-à-dire pour être un bon citoyen, il faut d'abord connaître ses droits et ses obligations. Donc cela passe par ça. C'est ce que j'appelle l'éducation aux droits de l'homme, c'est-à-dire une sorte d'accès aux droits de l'homme à ciel ouvert. Tout le monde doit connaître ses droits, ses obligations en tant que citoyen pour pouvoir être ce qu'on appelle l'optimus civis, le bon citoyen. Mais maintenant, à côté de cette éducation aux droits de l'homme et donc cet accès aux droits de l'homme à ciel ouvert, il y a la formation aux droits de l'homme qui est destinée à des spécialistes cette fois-ci, des juristes, des magistrats, des avocats, des spécialistes des droits de l'homme, etc. Et donc c'est tout ça qui fait que nous partons de l'idée que c'est un secteur extrêmement important pour contribuer à la paix et à la stabilité des sociétés, à la bonne, à la bonne gouvernance des sociétés. Parce que parfois, la méconnaissance des droits, la méconnaissance des obligations que nous avons en tant que citoyens conduisent à certains désordres. Et ça, c'est pas une affirmation, une découverte de ma part. C'est ce qui est dit dans différents instruments, notamment dans la déclaration de 1789. On part de l'idée que c'est justement la méconnaissance de ces droits qui a conduit à des régressions que la déclaration condamnait. Voilà. Donc c'est une foi dans l'éducation, c'est une expression d'une foi dans l'éducation, dans le savoir, une fois encore, comme possibilité de contribuer à la paix et à la stabilité des sociétés. Par 3 interventions successives, vous convoquez un certain nombre de personnages, dont Miklos Radnoti, Aimé Césaire et Nelson Mandela. Oui. Ces illustres personnages auxquels vous reconnaissez des qualités qui vont dans le sens de la paix. Comment ces personnalités vous ont-elles inspiré? Alors, peut-être dans l'ordre de Nelson Mandela, ça c'est pratiquement mon enfance. Quand j'ai entendu pour la première fois parler de Mandela, je devais avoir 10, 11 ans peut-être. Et progressivement, j'ai non seulement appris à connaître Nelson Mandela, c'est-à-dire l'homme, le parcours, le combat, les convictions, la vision, mais j'ai appris à découvrir toute une société, tout un pays dans son combat permanent pour la dignité, pour l'honneur, pour la justice. Et Nelson Mandela était l'incarnation de ce combat pour la justice, était l'incarnation de ce combat pour la tolérance, était l'incarnation de ce combat pour une société inclusive. Et là, alors ça m'a conduit à aller en Afrique du Sud, et Dieu merci pour un grand colloque, j'étais étudiant ici à l'université de N'Djamena, et que ce colloque était placé sous le haut patronage de Nelson Mandela lui-même. J'y suis allé et ça a été encore une source supplémentaire de motivation pour mieux connaître cette société sud-africaine, pour mieux connaître ce personnage qui est pour l'humanité tout entière un repère. C'est pas pour rien qu'on dit de lui qu'il est, on va dire, la personnalité la plus importante du XXe siècle. Alors Mandela, ça c'est pratiquement la personnalité hors catégorie, hein, on va dire. Alors je convoque une personnalité moins connue, Miklos Radnoti, qui est un poète, donc une personnalité ordinaire. On va dire ordinaire par rapport à une icône comme Nelson Mandela. Miklos Radnoti était un jeune poète déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était juif. Et il était déporté et il a été l'une de ces nombreuses victimes du nazisme. Mais ce qui est important, en fait, ce que je voulais faire émerger dans la personnalité de Miklos Radnoti, qui est parfois peu connu, y compris dans son propre pays, qui est la Hongrie, c'est que Miklos Radnoti avait une vision largement, disons, en avance sur son temps. Miklos Radnoti, qui n'a jamais visité l'Afrique, qui n'a jamais connu le continent africain, avait par exemple fait traduire les contes africains, alors que l'Afrique était sous domination coloniale. Il était venu à l'exposition coloniale à Paris, il voyait cette exposition sur les Africains sous domination coloniale. Et lui, il voyait dans l'art et la culture africaine une possibilité de construction des ponts entre les peuples et les nations pour une paix dans le monde. Il était en quelque sorte déjà dans la vision des Nations Unies et de l'UNESCO, alors qu'on était dans les années 30, à la fin des années 30. Donc, j'ai fait référence et j'ai organisé une conférence séminale autour de la personnalité de Miklos Radnoti, qui était un véritable visionnaire, un intellectuel en avance sur son temps, qui parlait au moins 7 langues, qui avait une certaine tolérance, non seulement sur le plan ethnique, religieux,
culturel, mais dans beaucoup d'autres domaines. Par exemple, Radnouti, de par ses origines, était juif. Mais Radnouti avait une très grande considération pour les autres religions, pour toutes les autres religions. Et Radnouti était hongrois, mais avait une très grande considération pour les autres peuples européens ou du monde. Radnouti, je disais tout à l'heure, il parlait au moins 7-8 langues. Donc, ce personnage m'a séduit par hasard, parce que j'étais tombé un jour sur un ouvrage, en fait, un recueil de poèmes de Radnouti, et par curiosité intellectuelle, cela m'a conduit progressivement à découvrir une personnalité sans doute parmi les plus importantes, l'un des témoins les plus importants de ce siècle des génocides qui était le XXe siècle. Et Aimé Césaire, qu'on ne présente plus, parce que Aimé Césaire, c'est l'un des immortels, et le combat d'Aimé Césaire, c'est un peu ce que nous avons voulu à notre modeste niveau en tant qu'étudiants à l'université de N'Djamena. Nous avons voulu mettre en exergue, c'est-à-dire la différence. Les différences doivent toujours, pour un esprit éclairé, être un facteur, une source d'enrichissement. Et non pas une source, pour reprendre Amin Maalouf, ne doivent pas être des sources de tension. C'est-à-dire ce qu'Amin Maalouf appelle les identités meurtrières. C'est-à-dire ma différence ne doit pas être un facteur de conflictualité à l'égard des autres, mais plutôt un facteur d'enrichissement, de complémentarité, etc. Donc, le combat d'Aimé Césaire, qui reste d'actualité, hein, pour une société plus juste, pour un monde plus juste, pour un monde plus égalitaire, et reste aujourd'hui encore pour nous un repère, d'où l'importance de cette référence dans cet ouvrage. Voilà. Le second plan parle de la justice. Et vous donnez une large place à la CPI, Cour pénale internationale, un instrument de dissuasion judiciaire au service de la paix et de la sécurité internationale. Vous êtes sans ignorer que la CPI est vue par beaucoup comme une institution qui ne traque que les Africains. Qu'en dites-vous? Alors là aussi, c'est une idée reçue, assez répandue, parce que nous n'aurons pas le temps d'aller dans les détails. Mais je voudrais dire juste 2-3 petites choses. Premièrement, la Cour pénale internationale a été créée par voie de traité international auquel ont souscrit librement les États, et surtout les États africains étaient parmi les premiers à souscrire à ce traité international. Si, je donne toujours cet exemple, à savoir que le premier État au monde à avoir ratifié le statut de Rome, c'est l'État du Sénégal. Et qu'il y a eu immédiatement de nombreux autres États africains, le Ghana, le Botswana, etc., qui ont ratifié immédiatement le statut de Rome, ce qui fait que l'Afrique ici, aujourd'hui, représente la composante, l'une des composantes majoritaires. 34 États africains sont membres du statut de Rome. 34 États africains sur les 54. Vous voyez, c'est quand même l'un des plus grands contingents importants de cette juridiction. Et non seulement ça, le continent africain contribue de façon extrêmement importante au développement de cette justice pénale internationale. Pourquoi? La plupart des affaires qui ont été citées devant la Cour pénale internationale, à quelques exceptions près, ce sont des affaires qui ont fait l'objet d'un renvoi de la part des États africains, qui sont, normalement, la compétence de la Cour n'est qu'une compétence complémentaire, parce que la responsabilité principale, la compétence principale en matière de sanctions des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, incombe aux États. Mais ces États africains se sont dessaisis volontairement au bénéfice de la Cour pénale internationale. Et donc, en mettant l'accent sur le rôle de la Cour pénale internationale, c'est aussi pour montrer comment ou combien cette institution est devenue essentielle dans la gouvernance mondiale. Cette institution est une avancée majeure dans le droit international, du droit international, au cours de ces dernières décennies, parce que pendant longtemps, la communauté internationale a voulu se doter d'une cour criminelle permanente. Cela a été souvent retardé pour quantité de raisons d'ordre géopolitique et liées à l'évolution, la guerre froide, etc. Et donc, depuis l'émergence de cette juridiction, qui est une jeune juridiction, on voit bien qu'il s'agit d'une évolution déterminante dans le droit international et un instrument essentiel de la gouvernance mondiale. Et donc, l'idée que la Cour pénale internationale serait une institution contre l'Afrique est une idée qui est souvent avancée, parfois de façon rapide. Je ne nie pas le fait que la majorité des affaires devant la Cour sont des affaires africaines, mais ce qu'on ne dit pas au public,
c'est que ces affaires ne sont pas allées devant la Cour par autosaisine. Ce sont des affaires qui sont portées devant la Cour par la volonté souveraine des États africains, notamment la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire par exemple, qui n'était pas encore partie au statut de Rome, mais qui a fait une déclaration de reconnaissance de la Cour pour autoriser la Cour à se saisir de l'affaire ivoirienne, etc., etc. Et donc, moi je vais de l'idée que la Cour pénale internationale est une institution qui a connu ce développement au cours de ces 20 années d'existence. Cette année marque les 20 ans du développement de la Cour pénale, de l'émergence de la Cour pénale internationale, et que c'est grâce à la bonne volonté des États africains pour avoir, ratifié ces statuts de Rome de façon massive, deuxièmement, pour avoir coopéré souvent avec la Cour pour lui permettre de faire son travail, parce que sans la coopération des États, la Cour ne pourra pas faire son travail. Or, les États africains ont souvent montré leur bonne volonté dans la coopération avec la Cour pour lui permettre de réaliser ses missions, etc., etc. Maintenant, la période de tension, vous avez compris, elle est passée, parce qu'il y a eu beaucoup de malentendus entre certains États africains, pas tous les États africains, il y a eu des malentendus, et des malentendus qui étaient liés aussi à certaines situations précises. La dernière partie parle des institutions efficaces. Quelles sont ces institutions ? En quoi sont-elles efficaces ? Alors, je parle des institutions en général, c'est-à-dire parler de la paix. Vous avez compris au travers de notre démarche que nous proposons une approche holistique de la paix. La paix ne peut pas se résumer seulement à l'absence de la guerre. La paix ne peut pas se résumer seulement au développement économique, social, etc. La paix, c'est tout un ensemble. C'est pourquoi nous avons fait référence dès le départ à la fameuse résolution 377-5 de l'Assemblée générale des Nations unies du 3 novembre 1950. Et donc, nous partons de l'idée que la paix suppose non seulement l'absence de la violence, de la guerre, etc., mais la paix suppose la capacité d'une société à respecter toutes les lois, à respecter les principes qui gouvernent cette société, etc., et au niveau international, à respecter tous les traités internationaux, les engagements pris par les États, etc. Donc c'est cette approche-là, et que ça passe aussi par la justice. Et maintenant, pour que tout cela soit possible, il faut qu'il y ait des institutions efficaces, c'est-à-dire la justice, l'administration publique, les institutions sécuritaires, etc., donc l'ensemble des institutions. Mais tout ça peut être rassemblé dans des institutions emblématiques. Je prends par exemple le cas par exemple des constitutions. Vous voyez par exemple un pays comme les États-Unis, ils sont gouvernés par une constitution qui date de 1797. C'est la seule constitution depuis la fondation des États-Unis. C'est la seule. Jamais changé. Il y a eu des amendements, mais les premières années seulement. Et donc, vous voyez, parler des institutions justes et efficaces suppose, d'une part, que ces institutions soient le reflet des réalités de chaque société. Parler des institutions efficaces suppose l'adhésion de la communauté à ces institutions. Il ne sert à rien de faire des institutions auxquelles le peuple ne se reconnaît pas, ne s'identifie pas. Les institutions doivent être le reflet des réalités sociales, des réalités de chaque société, et le peuple, les sociétés, en fait les populations doivent s'identifier pleinement à ces institutions comme leurs propres institutions. Parler des institutions suppose aussi que ces institutions soient capables de répondre aux aspirations profondes des populations. Il ne sert à rien de faire des institutions qui ne sont pas en mesure de fournir des réponses qui soient satisfaisantes aux besoins de la population, par exemple. Parler des institutions justes et efficaces, c'est parler aussi de leur crédibilité, c'est-à-dire des institutions qui soient crédibles non seulement vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de la population qui est la première concernée. Parler d'institutions justes et efficaces, c'est aussi faire référence aux institutions capables de résister aux soubresauts de l'histoire qui peuvent arriver. L'exemple le plus marquant, vous avez vu aux États-Unis en janvier 2001 ce qui s'est passé avec la prise du Capitole. Si les États-Unis ont pu tenir face à cette tentative de prise de pouvoir par la force, c'est parce que les institutions américaines sont des institutions fortes. Et donc la force des institutions réside dans tout cela.
Professeur Roger Coudé, une fois de plus encore, merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'honneur que vous me faites en me donnant la possibilité de m'exprimer autour de ces réflexions dans le cadre de cet ouvrage. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, nous voici donc arrivés à la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je rappelle encore une fois de plus que nous étions avec Roger Coudé pour son œuvre intitulée « Discours sur la paix, la justice et les institutions efficaces ». L'ouvrage est bien entendu téléchargeable donc sur les éditions des archives contemporaines. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Restez toujours en compagnie des programmes de Télé Tchad. Au revoir.